Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'Arche de l'Histoire. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer une personne qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la vie consacrée, dans l'histoire de la vie contemplative, la personne probablement la plus importante, au moins pour le monde occidental, à savoir Saint Benoît de Nursie. Pourquoi la personne la plus importante ? Parce que Saint Benoît a rédigé une règle monastique qu'on appelle la règle de Saint Benoît, et cette règle est à la base de quasiment l'ensemble des règles monastiques du monde occidental. Je dis bien du monde occidental parce que le monde oriental, et en pensant à l'Orient, je pense à ce que l'on désignait comme Orient à l'époque de l'Empire romain, ça veut dire tout ce qui est à l'est de la péninsule italienne, l'Égypte, la Grèce, le Levant. Cette région orientale se réfère notamment essentiellement à la règle de Saint Basile, mais absolument pas à la règle de Saint Benoît. La règle de Saint Benoît véritablement irriguer l'Occident, c'est la règle érémitique occidentale par excellence, même si il existe d'autres règles, je pense notamment à la règle de Saint Augustin, qui est une règle qui sert de base pour de nombreux monastères, ou bien également la règle de Saint Bruno, enfin des règles qui peuvent éventuellement aussi s'inspirer de celles de Saint Benoît, mais en différent. Mais malgré tout, les monastères qui ne font pas référence à Saint Benoît sont minoritaires. La règle de Saint Benoît, c'est véritablement ce qui a servi de structure intellectuelle et mentale à l'ensemble de l'Occident, et c'est la raison pour laquelle il est si important d'avoir une connaissance de Saint Benoît de Nursie pour savoir comment cette règle a été formée, d'où elle vient, et ce que Saint Benoît a essayé de faire. Alors en parlant de Saint Benoît de Nursie, on évoque une personne qui est née à la fin du 5e siècle, probablement vers l'année 480, et qui est mort en 547. Benoît veut dire le béni en latin, et il est originaire de Nursie. Et c'est notamment lui qui a fondé l'ordre des bénédictins, ordre des bénédictins qui a, dans le monachisme occidental, était à l'origine, beaucoup plus tard, de l'ordre du Cluny au Xe siècle, et puis de l'ordre de Cîteaux au XIIe siècle. Donc on voit évidemment l'irrigation spirituelle si importante, puisque un homme comme Saint Bernard de Clairvaux est un des fils spirituels de Saint Benoît de Nursie. Et même d'une autre manière, quand le pape Benoît XIV, le pape des Lumières, celui qui a été pape pendant une période charnière du XVIIIe siècle, ou quand le pape Benoît XV, qui a été pape pendant la Première Guerre mondiale, quand ils font référence au nom de Benoît, c'est évidemment à Saint Benoît de Nursie qu'ils se réfèrent. Et pensons bien évidemment au pape Benoît XVI, l'actuel pape émérite Benoît XVI, qui a choisi ce nom de Benoît, il l'a dit, en référence à Benoît XV et à Benoît XIV, mais aussi à Saint Benoît de Nursie, lui qui a été très attiré par la vie monastique et du moins par la vie de contemplation menée dans les monastères bénédictins. On voit donc que Saint Benoît n'est pas un homme du passé, c'est un homme qui a eu véritablement une influence considérable dans l'Église universelle et dans l'Église occidentale en particulier. Une influence considérable pour un homme qui est très discret. Et quand on pense à Saint Benoît de Nursie, c'est souvent deux lieux qui viennent à l'esprit, parce que les hommes s'inscrivent également dans des lieux, l'action des hommes s'inscrit dans des lieux, et quand on pense donc à Saint Benoît de Nursie, il y a deux lieux majeurs, deux lieux emblématiques qui viennent à l'esprit. Bien évidemment, Saint Benoît-sur-Loire, la magnifique abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, située donc dans cette région du Val-de-Loire, si belle, si douce, chantée notamment par les poètes de la Pléiade ou par Rabelais. Et dans cette abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, on trouve l'essentiel des reliques du saint que l'on peut encore venir vénérer. Et il est beau de penser aussi que cet homme d'Italie, cet homme de la péninsule italienne, trouve aujourd'hui le repos sur les bords du Val-de-Loire. Et puis, il y a bien évidemment le monastère du Mont Cassin, j'en reparlerai
un peu plus loin dans notre émission, le Mont Cassin, où saint Benoît a véritablement refondé ou donné une nouvelle impulsion, plus précisément donner une nouvelle impulsion à sa vie monastique. Et c'est autour de ce monastère du Mont Cassin que la règle bénédictine s'est ancrée en Italie pour ensuite se diffuser à travers l'ensemble du monde occidental. Et quand on pense au Mont Cassin, comment ne pas penser bien évidemment aux bombardements qui ont eu lieu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand une poignée d'Allemands étaient présents dans le Mont Cassin et le monastère a été largement bombardé par les avions de l'armée américaine, ce qui fait qu'il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui de l'époque médiévale. Le monastère a été un petit peu reconstruit par la suite, mais dans ces bombardements, on voit aussi que saint Benoît, qui a voulu être un homme de paix, un homme d'union, eh bien son œuvre matérielle, son œuvre monastique a été, on le voit, ravagée par ce bombardement, inutile d'ailleurs d'un point de vue stratégique, qui a profondément défiguré le lieu du Mont Cassin. Évoquons justement maintenant saint Benoît et sa vie, et nous verrons comment il a donc fondé son ordre et comment il a réalisé sa règle. Benoît est une personne qui est issue de la noblesse romaine. Il appartient à cette aristocratie romaine de la fin du 5e siècle. C'est une période trouble pour l'Empire romain, parce que l'Empire romain en Occident est en train de se dissoudre, de se dilater. Il y a de nombreuses guerres civiles qui voient des généraux tenter de prendre le pouvoir. On est loin de l'époque constantinienne, on est loin de l'année 313 avec l'édit de Milan qui autorisait la pratique libre du culte catholique. Nous sommes 150 ans après, 170 ans après, et il est vrai que les temps ont beaucoup changé parce que l'Empire d'Occident connaît de nombreuses attaques, des peuples venus de Germanie. La péninsule italienne est attaquée dans le nord et on voit bien qu'on a des structures qui se transforment, qui se modifient. Le temps de la République romaine, le temps de Jules César et de Cicéron est bien éloigné. Malgré tout, Benoît est profondément un homme de la romanité. Il est né en Ombrie, l'Ombrie actuelle, qui est cette partie centrale de la péninsule italienne, et c'est un homme donc issu de l'aristocratie romaine, donc qui a été nourri par les lettres italiennes et qui, bien que chrétien, est le continuateur de la pensée et de l'intelligence romaine. Il a été nourri de Virgile, de Cicéron, de la notion de la grandeur de l'Empire. Et Benoît va être cette personne qui, en Occident, arrive à fusionner à la fois la culture chrétienne, la pensée chrétienne avec la culture romaine, donnant cette nouvelle culture, cette nouvelle manière de vivre qu'est le christianisme. Et c'est ça qui est magnifique dans saint Benoît de Nursie, c'est que c'est véritablement l'homme de l'Antiquité tardive. Cette notion d'Antiquité tardive, on la doit à un grand historien français, Henri-Irénée Maroux, qui a notamment lancé la collection Sources chrétiennes, qui est une collection de traduction des textes antiques, traduction du latin au français. Henri-Irénée Maroux, qui était le grand ami du cardinal d'Agnelou. Cette Antiquité tardive où l'on a des structures romaines qui se modifient, qui se transforment, et où l'on va vers ce monde médiéval. Ce n'est pas encore le Moyen-Âge, mais on y va petit à petit, et on a surtout un monde où l'imprégnation chrétienne commence à se faire de plus en plus grande, même si l'Empire romain, y compris en Occident, est encore largement non christianisé. Il y a beaucoup à faire pour le christianiser. Mais il est intéressant de voir que cette soif de christianisation, cette soif de vie spirituelle exigeante, elle naît dans cette aristocratie romaine qui en a assez de cette vision de jeu du cirque et de plaisir, de pain et de jeu, comme le disaient les auteurs classiques latins, et qui aspirent dorénavant à une spiritualité plus forte et plus grande. Et donc Benoît fait un choix de vie qui est un choix radical, puisque il se coupe de son milieu aristocratique, alors qu'il est
avait pu avoir une carrière mondaine tout à fait tracée et tout à fait noble et grande, il s'y coupe, il rejoint la vie érémitique et il va sur les bords du Tibre où en suivant un moine que l'on appelle Romain, le moine romain qui va lui apprendre les rudiments de la vie érémitique et c'est autour de lui qu'il mène ce début de vie informelle. Alors la vie érémitique a été lancée par un moine d'Orient, Antoine, saint Antoine qui a quitté les villes égyptiennes, puisqu'Antoine est égyptien, pour aller dans le désert. Et dans ce 5e siècle, on a une soif de vie spirituelle plus pure, plus exigeante, une soif de se couper du monde. C'est aussi par rapport à ce monde de gabegie, à ce monde de déliquescence, une volonté de trouver une vie plus pure, une vie plus exigeante. Et par conséquent, Benoît suit cela et se retranche du monde. Il va aller dans ce que l'on appelle le contemptus mundi, le rejet du monde. Et finalement, Benoît va finir par rejoindre quelques communautés monastiques déjà existantes qui lui demandent de devenir leur père abbé, donc le supérieur de la communauté. Et Benoît, qui est un homme intelligent et qui a des réelles compétences d'organisation, prend ses fonctions et peut ainsi organiser la vie de la communauté. Dans ce choix radical, il y a aussi un apprentissage. On n'est pas encore à l'époque de la rédaction de la règle, mais Benoît apprend ce qu'est la vie érémitique. Il apprend également à prier et à être plus proche de Dieu. Et très tôt, on nous explique qu'il rayonne beaucoup. Alors, évidemment, les biographies de Saint Benoît, il faut faire attention parce que elles sont pas toutes scientifiques, beaucoup sont hagiographiques et elles ont pu être écrites par la suite. Alors, il faut être vigilant. Malgré tout, il y a quand même quelques éléments sur lesquels on peut se fier, notamment le fait que Benoît était quelqu'un qui rayonnait beaucoup. Il aurait suscité des jalousies de la part de certaines personnes qui vivaient dans son entourage et apparemment on aurait tenté de l'assassiner. Et finalement, Benoît quitte ce groupe érémitique et se réfugie dans une grotte, où là, il va vivre seul, donc il est retiré dans sa grotte, ce qui a d'ailleurs suscité beaucoup d'iconographie et de peinture, cette présence de Saint Benoît retiré dans sa grotte. Et comme c'est quelqu'un de pieux, eh bien, il attire, donc tout en étant retiré, il attire des personnes autour de lui, et par conséquent, beaucoup de gens commencent à venir le voir. Et finalement, Benoît quitte sa grotte et va s'installer en bordure d'un lac, dans un lieu-dit qui s'appelle le Subiaco. Et à Subiaco, il fonde sa première communauté monastique où il y reste à peu près 25 ans, donc un quart de siècle, où là, il a une communauté monastique un peu plus fondée. Et comme le concile de Chalcédoine a expliqué qu'il fallait l'approbation de l'évêque pour fonder une communauté monastique, eh bien on peut supposer que dans cette communauté de Subiaco, Saint Benoît a reçu l'accord de l'évêque du lieu. D'ailleurs intéressant de voir que l'Église, face à ce phénomène qui est nouveau, aujourd'hui ça nous paraît très ancien, mais il y a eu une époque où le phénomène monastique était nouveau, eh bien l'Église a essayé de le comprendre, elle a essayé de l'encadrer pour éviter des dérives, et donc notamment de le relier à l'évêque pour éviter que des gens ne mènent une vie en parallèle de l'Église. Et donc cette petite communauté s'organise à Subiaco. Chacun des moines a sa petite maison où il a sa chambre, où il peut vivre. Et puis ils vont également créer un endroit pour former les personnes qui arrivent, donc leur transmettre une formation théologique, spirituelle. Et finalement, on a ainsi un début de communauté monastique qui se crée de manière un petit peu empirique. Et à tel point que son influence est si grande qu'il va attirer de plus en plus de personnes. Et il va donc
cette région de Subiaco devient un pôle spirituel très important. Et c'est à ce moment-là que, donc au bout de 25 ans quasiment, que saint Benoît quitte Subiaco pour aller au Mont Cassin, dans sa deuxième partie de sa vie, pour fonder le grand monastère que l'on connaît aujourd'hui et notamment établir la règle qui a été si importante dans la suite de l'Occident médiéval. Vous êtes sur Radio Espérance, émission large de l'histoire présentée par Jean-Baptiste Noé. J'aborde cette semaine la vie de saint Benoît de Nursie, homme éminemment important puisque la règle qu'il a édifiée, la règle bénédictine, a irrigué de très nombreux ordres monastiques et encore aujourd'hui, elle est la principale règle monastique de l'Occident. En première partie d'émission, nous avons évoqué brièvement les débuts de la vie de Benoît, notamment le fait qu'il soit issu d'une famille aristocratique romaine, et donc qu'il est bien un des parangons de la romanité, et puis ce retrait du monde, ce début de vie cénobitique, et notamment les nombreuses années passées à Subiaco. Et c'est là que nous étions arrêtés au moment où Benoît quitte Subiaco pour aller dans une région plus reculée, plus éloignée, moins christianisée aussi, qui est la région de Cassino, et c'est à Cassino, donc le mont Cassin, que, avec ses compagnons, il fonde un nouveau monastère. La situation est particulièrement difficile parce que la forêt est emplie d'arbres qu'il faut couper, il faut amener des pierres pour bâtir le monastère, et il y a là un véritable travail qui correspond aussi à la philosophie de Benoît, l'idée que le moine n'est pas là que pour vivre le contemptus mundi et pour se retirer du monde dans une vie de pure contemplation, mais que le moine doit aussi travailler. On sait que la règle bénédictine est souvent synthétisée dans cette formule célèbre prie et travail, ora et labora. Alors cette formule n'est pas directement dans la règle bénédictine, mais il est vrai que elle représente très bien ce qu'est cette règle et ce qu'est la philosophie de saint Benoît, à savoir une vie faite de prière, avec une grande importance accordée à l'office divin, que ce soit la célébration de la messe ou bien également les prières de la journée, notamment les prières qui rythment les heures, ce qu'on appelle la prière des heures, les vêpres, les matines, et puis la méditation de la parole de Dieu, la lectio divina, la méditation contemplée de la parole de Dieu, pour avoir des hommes qui ont une vie complète, à savoir une vie de prière et une vie de travail. Et lorsque
Benoît est donc au Mont Cassin et qu'il bâtit son monastère, eh bien, il le dédie à deux saints importants. Il y a une chapelle qui est dédiée à Saint Martin de Tours, dont la renommée dépasse largement la région de la Touraine et du nord de la Loire pour aller jusqu'en Italie. Et puis un autre oratoire est dédié, celui-ci, à Saint Jean-Baptiste, ce qui nous montre à la fois l'aspect cénobitique, érémitique avec Martin, évangélique également, apostolique, et puis aussi l'essai de pénitence avec le Baptiste, de pénitence et d'annonce du Christ. Et en fait, Benoît est confronté à un problème matériel tout à fait compréhensible, qui est celui d'organiser cette vie monastique, parce que si on a des bâtiments, si on a des hommes qui habitent dans ces bâtiments, eh bien il faut bien gérer la manière dont les hommes vivent. Et donc, la rédaction de la règle répond tout d'abord à des aspects très pratiques. Il ne s'agit pas pour Saint Benoît de codifier quelque chose, il n'a pas l'idée de fonder une règle qui doit devenir un texte majeur pour l'ensemble des monastères de l'Occident, pas du tout. Il cherche à établir une sorte de règle de bonne conduite, une règle du jeu en quelque sorte, permettant à ces moines de vivre correctement. Et cette règle bénédictine qui organise la vie religieuse est organisée autour de quatre principes. Il y a ce qu'on appelle la modération, c'est-à-dire la modération dans l'usage quotidien des éléments quotidiens comme la nourriture, la boisson, le sommeil, faire preuve de détachement. Il y a également la gravité, et la gravité permet le recueillement, elle permet également de vivre la présence de Dieu, et donc la gravité se vit dans le silence. C'est la raison pour laquelle le silence est de règle dans le monastère bénédictin, notamment pendant les repas, car elle permet ainsi le recueillement intérieur et la discussion avec Dieu. Il y a aussi une certaine austérité dans la règle bénédictine, et c'est pourquoi les moines bénédictins renoncent à la possession de biens matériels et qui vivent éloignés du monde. Cette austérité, on la retrouve également dans leurs vêtements, car ils portent la robe teinte en noir. Alors probablement qu'à l'origine, c'était une robe qui n'était non teinte, donc il y avait une tonalité un peu grisâtre, de la laine crue, et puis ensuite elle était teinte en noir. Et le quatrième principe, c'est la bonté, vivre la parole évangélique de l'accueil des plus humbles, l'hospitalité, et c'est pour ça que dans les monastères, il y a toujours une chambre non occupée qui doit être utilisée si jamais des personnes viennent au monastère et que l'on puisse les loger. Et de la même manière, il faut prévoir dans le réfectoire un repas pour que on puisse nourrir les personnes qui viendraient. L'hospitalité va fortement contribuer à façonner notre géographie monastique en Europe, parce que notamment les pèlerins de Saint-Jacques, mais pas seulement eux, lorsqu'ils marchent en Europe, lorsqu'ils se déplacent en Europe, eh bien, ils vont souvent de monastère en monastère où ils savent qu'ils peuvent trouver cette hospitalité. On a ainsi une Europe de la marche, une Europe du monastère, une géographie du monastère qui se dessine dans une Europe qui, dans les années à venir, les décennies à venir, sera une Europe de plus en plus monastique. Les moines mènent un travail manuel important, et assez rapidement, les possessions matérielles des moines s'accroissent, puisque lorsque les personnes rejoignent les monastères, elles apportent avec elles leur héritage et leurs possessions, et c'est ainsi que les monastères ont souvent de très nombreuses terres à leur possession. Ce sont aussi des legs ou des dons que des seigneurs laïcs leur font. Et ces terres, ils les mettent en valeur, ce qui fait que les monastères bénédictins deviennent des centres de travail, des centres de mise en valeur de la terre, et qu'ils vont notamment développer énormément de techniques agricoles. Alors développer de nouvelles techniques, mais aussi en reprendre d'anciennes. Comme ce sont des gens qui étudient, qui sont des gens savants, ils font un gros effort pour récupérer les livres agronomiques. Pensons notamment aux lettres de Pline l'Ancien, par exemple, où il y a travaux agronomiques sont évoqués. Donc ils récupèrent ces lettres, ils les copient,
ce qui assure comme ça la diffusion de ces livres à travers l'Europe, et ils mettent en pratique les éléments qu'ils ont appris dans ces livres. Donc les monastères vont avoir un rôle économique important à jouer, surtout dans une Europe où l'agriculture est la principale richesse, et ils deviennent donc des pôles économiques majeurs, des pôles qui sont souvent en avance dans les recherches économiques par rapport à d'autres endroits. Parmi les cultures, il y a bien évidemment l'élevage, il y a bien évidemment la culture des céréales, et puis on retrouve la vigne, puisque la vigne est indispensable pour réaliser du vin et donc pour célébrer la messe, ce qui fait que dans la géographie des monastères, eh bien, se crée également une géographie des vignobles. Partout où il y a des monastères, il y aura des vignobles afin de pouvoir accéder au vin que l'on produit et qui sert ensuite à célébrer la messe. Le travail est aussi un travail industriel, donc il y aura de grandes recherches industrielles pour réaliser des objets majeurs. C'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup de monastères bénédictins sont très en pointe dans la fabrication de produits issus de la ferme, je pense au fromage par exemple, ou bien des boissons. Dans le travail industriel, on a également un travail des outils avec l'aménagement notamment des cours d'eau qui se feront dans les siècles à venir pour pouvoir utiliser la force cinétique de l'eau. Donc ce sont certes des lieux où on se coupe du monde, on se retranche du monde, mais pas uniquement. Ce sont aussi des lieux où l'on travaille, et ce sont des lieux qui finalement vont être très intégrés à la vie économique. Les monastères ne sont pas du tout à l'écart. Ils sont peut-être spirituellement à l'écart, au sens où les gens s'écartent du monde pour vivre leur spiritualité, mais en réalité, ils sont intégrés dans le monde et dans les mouvements du monde par leur importance économique et leur importance intellectuelle, puisque les monastères bénédictins vont devenir très vite des pôles intellectuels majeurs, notamment grâce à leur bibliothèque et grâce aux livres qu'ils peuvent posséder. Et puis, il y a cette Lectio Divina qui est mise en place, qui est mise en pratique, qui influence de très nombreuses personnes à travers l'Europe, jusqu'à Benoît XIV, Benoît XV et XVI, comme on les a aujourd'hui, ce qui montre la postérité de la vie de Saint Benoît.